Top et catchalité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de colis WWE. Bon, cette fois-ci je vais vous retrouver parce que j'ai reçu un colis de la part de ma compagne et vous allez voir, c'est un colis quand même assez sympa et franchement on a eu du mal à trouver ce petit colis. Et donc voici ce petit colis, c'est une boîte donc WWE Sermatax et comme vous le voyez, elle est encore dans son plastique. Et je ne plaisante pas, encore dans son plastique. Donc on va l'ouvrir ensemble et franchement ça prouve d'un côté que sur internet on arrive vraiment à trouver tout et n'importe quoi parce que à l'époque c'est vrai que c'était très difficile au début d'internet de trouver beaucoup de choses et que maintenant voilà on trouve voilà des produits qui datent de 2008-2009 en plus à un bon prix. On l'a eu pour quoi 8 € à tout casser la boîte avec tout ce qu'il y a dedans. Donc franchement on va se faire un bon petit plaisir pour ouvrir cette boîte. Vous êtes prêts? Le show commence. On se retrouve avec cette boîte. Donc qu'est-ce qu'elle contient? 24 cartes Sermatax, une carte rare et un bandeau de poignet. Et là comme vous le voyez, belle ceinture de la WWE de l'époque, la fameuse ceinture avec le W qui tourne, qui a été designée par John Cena, qui a introduit voilà. Dès début, dès qu'il a remporté son premier titre de champion du monde, il a créé, ce qui a entraîné donc une belle rivalité, une suite de rivalités avec JBL, qui lui JBL voulait à tout prix garder donc l'ancienne ceinture et ça avait fini dans un I Quit match assez sanglant et au final on voyait John Cena qui avait les deux ceintures et là comme vous voyez c'est accompagné des grands noms de la fédération à l'époque. Donc les plus gros main eventers, Triple H, John Cena, Sheamus qui à l'époque je pense que la boîte doit dater de 2010 à peu près, je dirais, ouais presque, autour de 2010. Et Sheamus voilà, il venait d'arriver, il démontait tout le monde. Et Randy Orton, et on voit une petite différence avec l'autre boîte. L'autre boîte, voilà, c'est le titre des États-Unis avec les principaux catcheurs qui pouvaient être en rivalité pour le titre des États-Unis. On avait Miz qui était champion des États-Unis, MVP qui s'est bagarré, Kofi et R-Truth. Donc, on n'est pas là pour parler d'histoire, on est là pour l'ouvrir. Donc, on va ouvrir cette belle boîte. Hop là. Ah, alors, allons-y, on va ouvrir bête. Alors, un bracelet de poignet. Ah oui, bracelet de poignet. Ça, c'est bien pour les enfants, ça. C'est bien pour les petits gamins, ça, parce que... Attendez, on va mettre ça sur moi. Ah non, ça va. Mais bon, je n'irai pas me trimballer avec ça, quoi. Bien, ça m'arrive d'en mettre à la salle de sport, mais bon, c'est comme brasser les planches. Alors, donc là, on a E-Reg. Ah, je suis un peu déçu. Ah, je suis un peu déçu parce qu'en fait, les cartes sont présentées comme ça. C'est pas sous forme de starter, de booster comme on a d'habitude. En plus, direct, ils nous mettent la carte. Parce que ça avait été dit, oui, contient une carte rare. Donc ça doit être à Jack Swagger. Tac. The All American. Et vu le truc, oui, c'est ceux de 2010. Ah, l'année de Jack Swagger. Où il participe au Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 26, devenant le plus jeune vainqueur de la manette et il encaisse au SmackDown d'après WrestleMania, donc je peux pas dire le lendemain de WrestleMania parce que le lendemain c'est War. Il encaisse sur Chris Jericho. Chris Jericho n'était même pas en tenue, je crois qu'il y avait un bandage au niveau du
du ventre parce que voilà, il était pas ressorti indemne de son combat contre Edge. Et en principe, la rivalité entre Edge et Chris Jericho devait continuer. Et au final, Jack Swagger, il est arrivé, bam, encaissé la manette et il est devenu champion. Et c'est d'ailleurs le seul règne de champion du monde de Jack Swagger. Et franchement, bah, ça a été vite réglé parce que pour moi, Jack Swagger, il méritait d'être champion du monde, ça c'est clair et net. Mais il devait pas être pour moi, il devait pas être champion du monde aussi maintenant, à l'époque. Ils auraient dû attendre quelques temps pour qu'il soit vraiment un champion crédible parce que là, il était pas du tout crédible. Over the Limit, donc malheureusement un pay-per-view qui n'existe plus. Et franchement, qui a eu quand même son lot de bons matchs quand même à Over the Limit quand même. Et je crois de mémoire, le dernier Over the Limit était en 2012. En 2012, oui, je crois 2012 ou 2011. C'est un des deux parce que je sais que bah, je connais tous les pay-per-view à partir de 2013 et je suis sûr à 100% qu'en 2013 Over the Limit n'existait plus. Donc à mon avis, Over the Limit c'était en 2012 le dernier. Et plus ou moins le pay-per-view qui a repris la relève, pour moi ce serait plus ou moins Fastlane. Julian, que je connais absolument pas. Le gars il essaie de Sheamus, où franchement bah c'est la coupe qu'il a là, c'est sa coupe qu'il a actuellement, je n'aimais pas du tout la crête. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant qu'il soit pas revenu avec son ancienne musique. Parce que beaucoup de gens, moi y compris, espéraient voir Sheamus de retour avec sa coupe actuelle, donc en pique, avec son ancienne musique. Et apparemment Sheamus aurait demandé aux officiels de revenir avec cette musique-là, mais ils ont tout simplement refusé. Matt Striker. Ah bah, j'y ai plus vu dans le rôle de commentateur que de catcher. Pay-per-view Hell in a Cell. Et dire que ça fait partie des matchs à stipulation qui ont mis du temps à avoir leur propre pay-per-view parce que bah, comme Elimination Chamber par exemple et Hell in a Cell font partie des stipulations où ils sont pas forcément obligés d'être utilisés dans le pay-per-view qui aurait dédié. On l'a vu il y a quelques années, comme par exemple à WrestleMania 32 entre Undertaker et Shane McMahon, WrestleMania 28 entre Undertaker et Triple H. Donc franchement, et quand tu te dis que dans ces Hell in a Cell, c'est Undertaker, Triple H qui ont vraiment embavé dans cette cellule de l'enfer, et que le titre des États-Unis n'a été défendu qu'une seule fois dans le Hell in a Cell, c'était en 2016, c'était Roman Reigns contre Rusev, et que tu vois que majoritairement les Hell in a Cell c'est vraiment pour des grosses rivalités, soit pour devenir challenger numéro 1 pour un titre ou pour un match de championnat. Donc après je sais pas si cette année on va avoir un Hell in a Cell, parce que comme du fait que c'est au Performance Center, mais apparemment voilà, à WWE ils auraient trouvé un lieu pour SummerSlam. Donc qui sait si ça se trouve, s'ils y arrivent pour SummerSlam, ils seraient peut-être capables pour Hell in a Cell. Finlay avec sa fameuse canne qui a fait beaucoup de dégâts. Qui maintenant il est parmi les responsables à WWE. Coco Bobby Ware. Je n'ai pas vu beaucoup. Signature Move Dream Street de Ted DiBiase Jr. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'est appris à son père, parce que c'est vrai que Ted DiBiase Jr. avait souvent tendance à utiliser les prises de son père, mais je sais pas si le Dream Streak en fait partie. Oh bah, le Great Khali, qui pour moi franchement était vraiment une blague, bien qu'en 2007 il a quand même battu un record, il avait battu le record d'élimination au Royal Rumble dans un temps limité, je crois que c'était en 1 minute. En 1 minute il avait éliminé 7 participants. C'est vrai qu'à l'époque en 2007 il était dangereux, mais vers la fin de sa carrière il servait à rien. Sa dernière apparition je crois c'était au Greatest Royal Rumble en 2018, et il était même venu à Battleground 2017 dans le main event entre Jinder Mahal et Randy Orton dans le Punjabi Prison match, pour empêcher Orton de sortir de la deuxième cage, pour permettre à Jinder Mahal de récupérer le titre. Et franchement j'ai trouvé ça mais horrible, c'était horrible. Terry Funk, et comme on dit des fois, il nous faut une Terry Funk.
C'est le fameux coup où le catcheur se met Shay au niveau de... Bah, il met sa tête dans une des escaliers d'échelle, entre deux escaliers d'échelle, et au final, il se sert de l'échelle et il nous dit c'est une Terry Funk. Justin Gabriel, un des membres originels de la Nexus. J'ai eu des commentaires par rapport à ça, disant que oui, c'était par rapport à un catcheur de la Nexus que je connaissais absolument pas, mais il faut pas oublier que voilà, il y a eu un membre effectivement de la Nexus qui a fait juste ça et après il s'est barré. Alors que tous les autres membres de la Nexus originelle, ils sont restés à WWE pendant un petit moment, dont Justin Gabriel, on avait Darren Young, Bray Wyatt qui y est toujours, Daniel Bryan qui y est toujours, Wade Barrett, leader qui malheureusement a été un énorme gâchis. Donc pour moi, s'il y a un seul membre de la Nexus que j'oublie, voilà, du moment que le reste j'y connais. Beth Phoenix, Hall of Famer de la WWE, et femme d'Edge, qui franchement, on la voit dans les Royal Rumble féminins, voilà, elle tient toujours le rythme. Et surtout, qu'elle fait partie des rares, je crois même, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sûr à 100% que c'est la première à avoir éliminé un catcheur lors du Royal Rumble. C'était Great Khali où elle a fait le fameux baiser des morts, où je me souviens, le Great Khali avait soulevé, il avait fait passer par-dessus la troisième corde et lui dit vas-y dégage, voilà, va-t'en, on sort du ring. Elle lui roule une paille. Khali était éliminé, le Great Khali était éliminé, et bah au final c'est CM Punk qui élimine Beth Phoenix avec un GTS, et la bronca que s'est tapé CM Punk. Trash Can, donc les fameuses poubelles qui ont été intronisées à la ECW, et c'était souvent Rob Van Dam qui le faisait, car Rob Van Dam utilisait donc une prise qu'utilise en ce moment Shane McMahon, donc Coast to Coast. Et Rob Van Dam mettait une poubelle sur le catcheur. Donc on avait vu ça une fois à Extreme 2014 dans un match triple menace, et au final il a voulu le faire, sauf que Cesaro lui a balancé la poubelle dans la tronche. Justin Roberts, commentateur. J'aimais bien ce commentateur, il y avait une de ses voix, putain, quand il annonçait les grosses têtes d'affiche, comme par exemple... il a fait l'annonceur lors du match entre The Rock et John Cena à WrestleMania 28, donc en 2012. Oh putain, il les a trop bien annoncé. William Regal, donc catcher et actuellement general manager du côté de NXT. Et on peut dire que lui, depuis qu'il est general manager, bah, il n'y en a pas eu d'autres. Alors que Raw et SmackDown, du côté storyline, on en a eu deux de chaque côté. Paul Orndorff, pas connu. Et Stunter, ah bah j'en ai déjà. Jimmy Kay, comme je dis, je ne connais pas. Et bien sûr le champ John Cena. Qui connaît pas John Cena, le visage de la WWE durant cette période et pendant les années. Et franchement, bah 2010 c'était plus ou moins son année. Voilà, il est finaliste au Rumble face à Edge. Il gagne l'Elimination Chamber. Il devient champion, mais malheureusement, bah, il perd aussitôt le titre face à un Batista qui a éliminé en même pas 2 minutes. Après, Cena, il sortait d'un Elimination Chamber, et Batista, il était frais. Donc, WrestleMania 26, Cena récupère le titre, et au final, il se tape une bonne rivalité contre Batista, et après, bah, il se tape la rivalité face à Nexus. Pay-per-view Money in the Bank. Et oui, car c'est en 2010 que le premier pay-per-view Money in the Bank a vu le jour. Parce que comme j'avais expliqué, la Might Money in the Bank existait déjà. Elle existait déjà, je crois que ça faisait 2-3 ans, je crois, de mémoire. Oh, même plus que ça, parce que il y avait qui avait déjà gagné à ce moment-là? Il y avait Edge, il y avait Rob Van Dam, il y avait 2 fois CM Punk. Je dis dans le désordre, il y avait 2 fois CM Punk, et il y avait Mr. Kennedy. Donc ça faisait au moins 5 ans que il y a Money in the Bank qui existait déjà. Et en 2010, c'est vrai que c'est la seule année
on a eu 3 maillettes Money in the Bank. Parce qu'il y avait eu Money in the Bank à un match à WrestleMania 26 qui a été remporté par Jack Swagger que j'ai dit avant. Et après, on a eu le pay-per-view Money in the Bank. Et c'est là où on a eu l'intronisation des 2 maillettes. Donc il y a la fameuse maillette bleue pour défier le champion de SmackDown et la maillette rouge pour celle de Raw. Et à ce moment-là, celui qui avait décroché la maillette bleue, c'était Kane. Et il avait utilisé le soir même contre Rey Mysterio. Et la maillette rouge, c'était The Miz. C'était The Miz, et The Miz a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait avant lui. C'est que The Miz avait un titre de champion et il avait décroché la maillette. Parce que oui, The Miz à ce moment-là était champion des États-Unis. Donc il est le seul à l'avoir fait. Et il avait encaissé à Raw, donc je sais plus quel Raw c'était. Il avait encaissé à Raw face à Randy Orton. Donc Orton, lui, il est un des rares catcheurs à avoir gagné une ceinture grâce à une mallette et perdre une ceinture à cause d'une mallette. Parce que c'est vrai que le concept de la mallette Money in the Bank, c'est tant qu'on a une mallette, on a une épée de Damoclès. Et c'est ça, par exemple, avec Braun Strowman, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car Otis, c'est toujours Mr. Money in the Bank. Bon, on peut pas dire vraiment une épée de Damoclès parce qu'Otis, face à Strowman, il va se faire dépouiller. Yes, c'est Sammy Award. Et oui, ça existait depuis déjà un moment. Parce que les Sammy Awards, bah, ce sont les trophées qu'on avait. Les plus grands, bah, c'était par exemple, il y a Diva de l'année, le Catcher de l'année, le Match de l'année. Et c'est vrai que des fois, la WWE nous sortait des catégories un peu farfelues. Je sais que par exemple, il y avait la Barbe de l'année et tant d'autres. Mais depuis quelques années, bah, ils ne font plus les Sammy Awards. Et Husky Harris, comme j'avais dit, c'est Fiend. Qui aurait cru que The Fiend aurait été comme ça, ou à l'époque Husky Harris aurait le personnage de The Fiend. Parce qu'en effet, Husky Harris, c'est Bray Wyatt, c'est frère de Bo Dallas, et qui aurait cru. Et au final, bah, en ce membre de Nexus qui sont encore à la WWE, c'est Daniel Bryan, c'est Bray Wyatt. Et franchement, bah, on voit que Bray Wyatt est sur le point de récupérer le titre universel face à Braun Strowman. Donc je suis assez curieux. Et c'est vrai que Husky Harris avait beaucoup travaillé parce que le problème, c'est qu'avec ce personnage-là, la WWE ne voyait rien en Husky Harris, donc ils ont renvoyé à s'entraîner, etc. Et au final, il a travaillé sur son personnage et il a mis en place le personnage de Bray Wyatt et de la Wyatt Family. Et c'est là où il s'est totalement réinventé. C'est là où bah, Husky Harris a complètement explosé dans sa carrière. Et c'est vrai qu'on voit bah, Bray Wyatt à l'heure actuelle, même quand il était chef de la Wyatt Family à maintenant, il a toujours su se réinventer. Et franchement, pour moi, c'est une des têtes d'affiche de la WWE à l'avenir. Et Montavious Porter, aussi appelé MVP. Et comme vous avez vu lors des dernières infos qui ont été mises par mes autres confrères youtubeurs, MVP a signé un contrat de plusieurs années à la WWE. Parce qu'en effet, comme vous avez vu, au Royal Rumble 2020, MVP a fait son retour. Et MVP avait dit sur les réseaux sociaux que il avait signé un contrat pour quelques matchs, mais que c'était terminé. À la base, il avait annoncé que son dernier match était le lendemain du Royal Rumble et qu'il serait présent à WWE en tant que producteur. Et qu'au final, bah maintenant, comme on le voit, il est sur la course pour le titre des États-Unis de Apollo Crews. Il a monté Heart Business avec Shelton Benjamin et Bobby Lashley, que je trouve ça génial. Ça permet voilà de replacer Shelton Benjamin et Bobby Lashley dans là où ils sont, très bien. Et maintenant, bah, il a signé un contrat de plusieurs années et je trouve que c'est super génial parce qu'au final, MVP se place vraiment là où il faut qu'il soit, c'est-à-dire en tant que vétéran. Et en tant que vétéran, c'est mettre les jeunes superstars en avant. Et c'est ce qu'il fait avec Apollo Crews. Et franchement, je trouve ça génial. Alors, avons-nous autre chose ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose. Et au moins c'est bien, c'est qu'au moins les cartes sont bien protégées. Bon, je pense pas.
Donc voilà, l'unboxing est terminé et je tiens à vous préciser qu'il y a un concours, je vous en ai parlé. Donc là, j'ai décidé de modifier ce concours parce que j'avais mis à 200 abonnés, mais je vais plutôt le mettre à 100 abonnés parce qu'on doit être autour des 80 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, il en reste plus beaucoup et dès que c'est à 100 abonnés, j'organise ce concours. Mais je tiens à préciser que le concours se fera en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs concours parce que je vais pas vous faire gagner toutes les cartes que j'ai obtenues parce que il y a certes les cartes en double que j'ai hâte de unboxing, des cartes Sermatax qu'on a donc Reod donc sorties cette année et ceux de mes différents unboxings. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire en sorte de faire par thème, donc c'est-à-dire par rapport donc à cela, donc il y a Sermatax de 2010, il y a Sermatax que j'ai eu de 2009 par exemple, et Sermatax de 2020. Donc, mais je tiens à préciser que ce sera pas compliqué, le concours sera pas difficile, bien au contraire, parce que vraiment le but du concours c'est quand même qu'on ait un maximum de participants. Donc le but c'est pas vous mettre un truc de la mort ou vous faire un petit QCM assez compliqué. Non, c'est vraiment, ce sera vraiment quelque chose de facile. Je suis en train d'y réfléchir et dès qu'on aura les 100 abonnés sur la chaîne, je ferai le premier concours. Donc après je verrai comment je peux m'organiser sur les différents prix à gagner parce que je tiens à préciser qu'il y en aura plusieurs par exemple. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Parce que c'est sûr que en ce moment, je me fais bien plaisir. Je vais vous sortir des vidéos quand même assez régulièrement. Et surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo. Et à suite au prochain épisode. Ciao, bye bye.